Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Judith Théa. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres, émission destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons donc sur notre plateau des écrivains qui veulent bien partager avec nous afin de vous faire découvrir leurs œuvres. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir Monsieur Thierry Debos. Bonjour, Monsieur Debos. Bonjour Judith, comment allez-vous? Je vais bien, merci. J'espère qu'il en est de même pour vous. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir aussi pour moi de m'entretenir avec vous. Ben, super. Alors, nous allons donc parler de votre première, hein? C'est votre premier livre, Né pour vivre. Nous allons en parler aujourd'hui. Ce beau livre, belle couverture. Mais avant de Merci. commencer, je vais donc vous demander de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Eh bien voilà, je suis donc Thierry Debos, je suis un Normand, d'origine viking. Mon nom de famille Debos, ça vient vraiment des Normands. Donc j'ai 56 ans, marié depuis 27 ans, 4 grands-enfants qui sont adultes maintenant. Et ça m'a permis de remettre à ma passion originelle que j'avais pour l'écriture il y a quelques années. Et maintenant qu'ils sont grands, j'ai pu vous présenter, vous sortir ce premier roman qui a été publié en 2019 que Judith vient de vous présenter à l'instant. Voilà. Ben super. En tout cas, beau roman qui se présente bien. Regardez l'esthétique de la couverture, c'est super. Souvent, on pense que faut pas juger un roman par la couverture, mais celui-là, oui, hein, il faudra. La couverture parle d'elle-même, ce qu'il y a à l'intérieur, je ne vous dis pas, c'est même encore mieux que la couverture, pour vous dire. Le récit est captivant, vraiment très complexe. Un récit très complexe, vous avez réussi justement à donner à chaque personnage ce rôle sans confusion. On va le livrer, il fait plus de 600 pages. En le lisant, on ne s'y perd même pas. On ne s'y perd pas tellement vous avez réussi ce récit. Alors, ma question serait, la première, c'est d'où vous est sortie cette inspiration? Où l'avez-vous puisé cette inspiration pour réussir un chef-d'œuvre comme celui-là? Né pour vivre, c'est une histoire qui est ancrée dans ma tête depuis très très longtemps. Et les personnages étaient un petit peu en sommeil, comme je vous l'expliquais, à cause de la famille, les enfants, le travail. Et ils sont revenus frapper à ma porte il y a quelque temps. Et voilà quoi. Donc ils avaient envie de prendre vie. Et c'est les personnages que vous retrouvez dans ce roman. Pour moi, ils sont comme s'ils étaient vraiment vivants. Et j'ai vécu avec eux pendant tout le temps de son écriture. En fait, les personnages étaient présents au quotidien pendant toute la durée de l'écriture. Et je vivais avec eux. J'étais un peu comme on dit, dans ma bulle quand j'étais sur l'écriture de ce roman. Ben super. En tout cas, vous avez réussi. Hein. Ils sont vraiment vivants. Parce qu'on a même envie de les connaître. Vous savez? Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que beaucoup de lecteurs me disent après l'avoir lu. On a l'impression qu'ils existent, ces personnes, et qu'on va les croiser à un coin de rue quelconque, dans Paris ou ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Les lieux également, là-dedans, il y a quoi? Il y a une enquête policière, il y a une histoire d'amour, il y a même l'histoire de France, notamment au Jardin de Luxembourg, toutes ces reines. Voilà, j'y suis allée plusieurs fois, franchement. La prochaine fois, là, ça me donne envie, il faut que je m'arrête devant chaque statue de reine, regarder, notamment la reine Marguerite, quoi. Voilà, De Provence, oui. oui, c'est vraiment réussi. Et cette pièce de théâtre inspirée de l'œuvre de Jules Verne, C'est un hommage que je voulais rendre à Jules Verne parce que c'est vraiment, quand j'étais gamin, c'est lui qui m'a vraiment donné envie de lire et qui m'a donné vraiment le goût à la littérature.
Et c'était un des tout premiers, Jules Verne, à faire des romans d'action, où il mettait de l'action, où on voyageait beaucoup. Dans Michel Strogoff, ça bouge, il y a beaucoup d'action. C'est ce que j'essayais de mettre aussi dans cette histoire, parce qu'on sait très bien que l'énergie est créée par le mouvement, donc c'est important qu'il y ait de l'action au moins dans une histoire. Moi, j'étais bercé par Jules Verne grâce à lui. C'est pour ça que quelque part, je voulais lui rendre hommage dans ce tout premier roman. C'est bien réussi, hein. C'est vraiment bien réussi. Merci. Non seulement les personnages, mais les lieux également. Avignon, voilà, on a envie de découvrir Avignon. À travers tout ce que vous racontez là-dedans, je me vois en disant, là là, la prochaine fois que je vais en France, il faut que j'aille à Avignon. Les rues, les restaurants, vraiment tout y est. Je me disais, mais c'est pareil, New York. On a vraiment l'impression Oui, que j'essaie de mettre des lieux qui existent. Enfin, de toute façon, tous les lieux qui sont décrits dans le livre et qui sont existants. Donc, ça permet au lecteur de se mettre en immersion totale dans l'histoire et de se projeter directement comme si c'était dans un film, en fait. c'est ça. Ça ferait un bon film, hein. Ça ferait vraiment un bon film. J'ai une amie qui a travaillé dans le milieu du cinéma qui m'a dit qu'il mériterait pratiquement d'être scénarisé. Donc après, on verra si ça plaît à quelqu'un à Mais l'avenir. on en parle. Il y en a qui sont vraiment intéressés pour scénariser une œuvre, celle-là, voilà, elle fera partie du lot, hein. C'est vraiment à voir. Why not? Alors, vous parlez donc de plusieurs thèmes là-dedans. La spiritualité, l'intuition, beaucoup d'intuition, notamment. J'ai porté l'attention aussi à mon lecteur sur le fait que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti dans votre lecture, mais toutes les péripéties que vit l'héroïne Anna, elle s'aperçoit qu'il lui arrive des choses presque naturellement et que le hasard fait bien les choses, en fait. Oui, Greg. Le hasard fait bien les choses. Tout à fait. Beaucoup de coïncidences. Beaucoup de coïncidences. Voilà. Greg, à travers ses rêves, voilà, c'est pareil, c'est l'intuition aussi à travers ses rêves, voilà. Il finit par aller à New York tellement il veut découvrir ce que ça veut dire. C'est par son intuition, tout à fait. C'est par son intuition. C'est important. Il y a le personnage de la guimauve qui est assez spécial. Hein. La guimauve, vraiment spécial, très intéressant. Hein. Personnage en couleur, oui, tout à fait. Et alors, elle, vous vous êtes inspiré ou ça vous est venu comme ça, non? Vous avez décidé de créer ce personnage ou alors? Il est venu naturellement, comme je vous disais, les personnages, c'est comme s'ils me parlaient, moi, en fait, et ils sont venus s'intégrer dans l'histoire automatiquement, et ça fait ce roman, en fait, au final, et chaque personnage a son rôle à jouer, et un peu comme une pièce de théâtre, hein, c'est un petit peu ce que je décris d'ailleurs. C'est ce qui est impressionnant, c'est ce qui m'a vraiment impressionné, je vous assure. Vous voyez, c'est un gros livre et il y a plus de 10 personnages. Chaque personnage a son rôle précis et je ne sais pas, vous arrivez franchement à créer cette histoire, faire ce récit au point qu'il n'y a aucune confusion entre les personnages. C'est que je suis partie, on part d'un chapitre à un autre, on se retrouve. Vous voyez, vous parlez de tel personnage, vous avez eu cette faculté, on parle de ce personnage, on part au suivant et l'histoire se suit sans confusion aucune. C'est que votre récit est tellement limpide. Je cherchais vraiment le mot en disant comment expliquer. Il coule, je vous assure, c'est tellement limpide. C'est ce qui le rend captivant, mais vraiment intéressant parce que c'est un gros livre. Mais quand on est passionné, malgré les occupations, on va au travail, en deux jours, il est fini. Tellement, je vous assure, tellement il est intéressant. Et aussi, j'ai vu, vous êtes mis à plusieurs langues. Là-dedans, il y a le français, l'anglais, le russe. L'italien. L'italien, tout à fait. Le russe, l'italien. Alors,
Finalement, vous avez appris le russe. Je suis amoureux des langues de toute façon depuis toujours et je m'intéresse à toutes les langues, quel que soit le pays en fait. Et, non, je ne parle pas du tout russe. J'ai une amie qui est russe qui m'a aidé pour les traductions, mais je parle anglais, espagnol et un petit peu italien. Ayant étudié le latin, j'arrive à me débrouiller en italien, on va dire. Mais toutes les langues m'intéressent. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais vraiment super, vraiment super. Et parmi tous ces personnages, il y a quand même souvent un où on a plus, je veux dire, de tous ces personnages, quel est votre préféré en fait? Je pense pas que j'ai vraiment. C'est difficile à répondre. C'est une question piège, mais je les adore tous en fait ces personnages parce ils ont tous leur côté sympathique. Hein, ils sont humains en fait. C'est vraiment ce sont des humains. Ils ont une humanité qui, même un des personnages qui est assez sombre, qui fait un peu méchant au début, mais finalement il a quand même un fond très humain. Il est passé par la case prison, donc je ne vais pas trop le dévoiler, mais on s'aperçoit au final il a quand même un côté sympathique. On va le dire parce que moi, en fait, de tous, c'est le personnage qui m'a le plus touché. C'est Monsieur Pocor. Voilà. Oui, Donc, on dit au lecteur, il est qui c'est Pocor. Voilà, c'est voilà. le personnage qui m'a le plus touché. Vous avez vu de par son passé, Les souffrances. Oui, oui. Du coup, je crois que c'est le message que j'aimerais quand même faire passer. J'insiste sur ce personnage parce que même dans la vie réelle, on voit ce que notre enfance détermine quand même l'adulte qu'on devient. Exactement. Vous voyez? Exactement. L'adulte qu'on devient. Et j'ai remarqué que vous aimez beaucoup Aznavour aussi, Charles Aznavour. Oui. Les paroles de ses chansons et tout le reste. Alors, le dicton qui m'a, si vous permettez, je vais le lire. Le dicton que je voulais vraiment partager en direct avec les personnes qui nous regardent, c'est celui de Charles Aznavour, vous avez couché. C'est « Je ne peux être heureux que si je ne me vois dans tes yeux ». C'est profond, hein? Tout à fait, oui. C'est vraiment profond. C'est une belle définition du bonheur. Oui. C'est une des plus belles définitions du bonheur que j'ai pu trouver. C'est profond parce que là, c'est dans le chapitre quand même où vous nous détaillez l'enfance de Monsieur Pocor, en disant Oui. « Je ne peux être heureux que si je ne me vois dans tes yeux ». Pour revenir au personnage Pocor, parce que c'est celui dont j'aimerais vraiment qu'on parle, les autres, il va falloir que les lecteurs le découvrent. Pocor il a eu une enfance, mais vraiment… terrible. Oui, c'est touchant, c'est triste, très, très triste. Et c'est un tortionnaire, c'est vrai, c'est un tortionnaire. Mais finalement, quand vous arrivez à nous expliquer ce qui s'est réellement passé dans son enfance, pourquoi il est devenu tortionnaire, et la phrase que vous dites, quand vous dites cette phrase en disant « Je ne peux être heureux que si je me vois dans tes yeux », en fait, j'ai tout de suite pensé à son petit frère. Parce que c'est quand même lui qui a été, comment je peux dire, le souffle-douleur du traumatisme de Pocor. Exactement. Vous voyez? Et j'ai retrouvé, en fait, le sens, une partie du sens de cette phrase que vous avez mis dans un passage que vous avez écrit. Si vous me permettez, je vais le lire au public. Ça serait bien qu'il sache. Parce qu'à un moment, on parle de Pocor et vous dites « Il était devenu, au fil du temps, un véritable tortionnaire. » Hein? Pourquoi? Parce qu'il a découvert, en fait, son enfance, son papa qui n'était pas son papa, hein? Et que sa maman, en fait,
qui a subi, elle, un traumatisme pour l'avoir, donc enfant d'un viol, il le découvre. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'acharne sur son petit frère qui, lui, est finalement le fils du papa. Et là, il dit, qu'est-ce qu'il fait à son petit frère? Bien avant de connaître le secret d'être un enfant non désiré, il développa une certaine jalousie à l'encontre de son jeune frère. Ce sentiment s'amplifia au vu de la réussite de son petit frère, au vu de la réussite scolaire qui faisait la fierté de la maman. Alors, maintenant, où rentre vraiment ce que j'ai lu dans votre dicton, là, dans votre citation, je peux être heureuse que je vois dans tes yeux. Alors, il suffisait qu'il croise le regard. Il suffisait que le petit frère croise le regard de son grand frère pour le faire bafouiller. Vous voyez? Puis, avec une régularité persistante, Procore avait fini par lui faire perdre l'usage de la parole. C'est qu'il terrorisait tellement son petit frère qu'il suffisait que le petit frère, il suffisait d'un regard. Il suffisait que le frère le regarde, que le frère tremblait. Vous voyez? Les médecins lui diagnostiquèrent d'abord une anarthrite qui rassura un peu ses parents, mais rapidement, ayant de plus en plus de difficultés à s'exprimer, il en vint à se refermer totalement sur lui-même. L'aphasie passagère, cela se traduisit en une aphasie totale en moins de 2 semaines. C'est que le petit frère perd complètement la parole tellement le grand frère. C'est son seul moyen de défense. Oui. Vous voyez? Et ça, c'est des cas qui arrivent souvent. Vous savez, et tout ce que ce petit frère subissait, les parents n'étaient même pas informés de ça, si à voir. En réalité aussi, ça se passe souvent que la victime, la personne qui se fait brimer, n'arrive même pas à parler. En plus, ça vient de son grand frère. Donc, le grand frère le terrorise tellement que même s'il arrivait que la maman lui demande qu'est-ce qui ne va pas, tu ne vas pas bien, tout ça, et le grand frère à côté, il suffit qu'il le regarde qu'il perd la parole. Il ne peut rien dire. C'est que Procore, lui, se sentait puissant dans le regard de son petit frère. Vous voyez un peu l'analogie que je fais avec le « je ne peux être heureux que si je ne me vois dans tes yeux ». Pour moi, j'ai traduit ça au fait que Procore se sentait heureux du traumatisme, mais vraiment de tout ce qu'il infligeait à son petit frère parce qu'il se sentait puissant rien qu'en lisant la terreur dans les yeux de son petit frère. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. Je me suis dit, mais c'est puissant. C'est puissant ce que vous avez écrit. Hein. C'est vraiment puissant ce que vous avez écrit là. C'est incroyable. Et en même temps, c'est une alerte aux personnes qui nous regardent, aux parents, à tous les tuteurs qui nous regardent. Des fois, le silence en dit beaucoup. Dans le cas du petit frère qui n'arrivait pas à parler, mais qu'est-ce qu'il a subi? Qu'est-ce qu'il a subi? Et en plus, vous expliquez. Il a forgé son caractère. Oui, il a forgé son caractère. Parce que, alors, voilà. Le suspense, on le retient, on le garde jusqu'à la fin. Que d'énigmes, voilà. Jusqu'à la fin. Mais franchement, il faut le lire pour savoir ce qu'est devenu à la fin du livre. Écoutez, moi-même, je suis tombée assise. Je vous assure, je suis tombée, mais assise en disant, quelle imagination, Monsieur Debos. Quelle imagination, je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'est super. Franchement, ce livre est super.